Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde consacrée aux violences faites sur les élus. Comment gérer, comment pouvoir gérer ces violences. Je suis donc Rudy Kazi-Matika et je suis donc le modérateur de cette belle table de personnalités qualifiées dans ces domaines. Alors, on va commencer par les présentations. Honneur aux dames. Madame Sabrina Sebailly, vous êtes donc élue donc maire adjointe à la ville d'Ivry-sur-Seine. Vous êtes en charge de la sécurité des établissements publics, enfin accueillant du public, et vous êtes aussi auditrice nationale justice et sécurité, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, effectivement, alors j'étais auditrice nationale donc, de la 31e session, mais ça y est, je suis diplômée, donc c'est fini pour l'INEGI. Parfait. À votre gauche, monsieur Éric Drouche, qui est élu conseiller municipal d'opposition à la ville de Nanterre. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, monsieur Drouche? Bonjour à tous, je suis Éric Drouche, je suis élu à Nanterre et au niveau professionnel, je suis cadre de sécurité publique au ministère de la Justice. Après avoir commencé par le ministère de la Défense, l'Intérieur et maintenant la Justice, je suis sensibilisé sur tout ce qui est sécurité et maintenant, depuis que je suis élu, encore plus sur la sécurité qui touche les collectivités et les employés des collectivités. Bien sûr. Et puis, vous êtes élu à Nanterre, une ville qui a souvent été marquée par des violences sur les élus. On reviendra là-dessus plus tard. À votre gauche, je vous en prie, s'il vous plaît, de bien vouloir vous présenter. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Nicolas Orboul. Donc, moi, je suis fonctionnaire de police depuis 7 ans maintenant. Je suis donc affecté en service opérationnel sur la voie publique, donc confronté au quotidien aux violences que les citoyens et les élus subissent aujourd'hui. Voilà. D'accord. Ben, écoutez, merci pour votre présence. À votre gauche, monsieur François Tricard. Je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous. Moi, je suis formateur d'instructeur en technique sécurité d'intervention. Donc, tout ce qui va concerner justement ces interventions sur la voie publique, y compris en termes de violence, y compris en termes d'approche, ainsi de suite. Donc, voilà mon rôle à moi. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, cette table ronde est très importante parce qu'effectivement, nous allons traiter des violences qui surviennent sur les élus. Pour vous donner quelques éléments, sur l'année 2020, nous avons plus de 500 élus qui ont été agressés physiquement, et pour la plupart étant des maires. On en parlait à l'instant, effectivement, Nanterre a été touchée il y a maintenant quelques années de cela, en 2002, par la mort de 8 maires adjoints et 19 conseillers municipaux qui avaient été blessés grièvement. Et ce sont des violences qui continuent, puisqu'il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, à Ivry-sur-Seine, des élus ont été agressés, donc la ville dans laquelle officie Sabrina Sebailly. Donc il y a véritablement une montée de la violence. On va se rappeler le maire Jean-Marc Michel, qui avait été donc tué en 2019 après s'être interposé face à quelqu'un qui libérait en fait des gravats, qui faisait du dépôt sauvage. Donc on sait qu'il y a des montées de violence sur les élus et nous sommes ici pour en parler. Mais avant tout, j'aimerais que l'on puisse prendre un court témoignage, s'il vous plaît, un court témoignage d'une élue de Nanterre, justement, la ville où officie Éric Drouche, ce qui va nous permettre de mettre les pieds directement dans le plat, si je puis dire, de contextualiser la question effectivement des violences sur les élus. Et puis ensuite, nous aurons un débat autour de cette table sur les moyens de pouvoir lutter contre les violences sur les élus et de la manière de pouvoir éradiquer cette violence, si tant est que ce soit possible. Alors, voilà, donc Madame Samia Boussissi, je vous demande de prendre un micro et de vous présenter très rapidement où est-ce que vous êtes élu, bon, je l'ai introduit, mais et de nous dire quelles sont les violences que vous avez pu subir et de nous raconter le contexte en 2-3 minutes. Et puis après quoi, nous allons pouvoir en parler. Je suis Samia Poulard-Boussissi, je suis élue d'opposition à la mairie de Nanterre. Je milite depuis plusieurs années et je suis travailleur social de terrain.
Le 16 septembre, j'étais à mon travail, mon mari m'a appelé et là, j'ai reçu une menace quand même assez grave. C'était un courrier. Sur ce courrier-là, il y avait des balles et on m'a demandé expressément de quitter le conseil municipal. Sinon, moi et ma famille, j'aurais une balle dans la tête. Donc, c'est vrai que ça a paniqué tout le monde. Au départ, je pensais être toute seule. Et en fin de compte, il s'est avéré, et j'ai été aidée grâce à Eric, qui est aussi élu et qui est aussi un ami. Et donc, je suis partie directement au commissariat. Mon employeur m'a quand même épaulée. Et arrivé au commissariat, les policiers que je connais, avec qui j'ai longtemps travaillé, m'ont dit, mais voilà, vous êtes la troisième. Et en fin de compte, on a été 8. Où là, je m'inquiète, c'est que, comme l'a dit Rudy, il y a quelques années, il y a 8 élus qui ont été assassinés en plein conseil municipal et ils étaient aussi au nombre de 8. Donc, une enquête a été menée. Pendant quelques temps, on nous a demandé de ne rien dire pour laisser l'enquête judiciaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je m'inquiète et je me pose beaucoup de questions. Je n'ai pas peur, ça, sachez-le quand même, et que je continuerai mon combat en faveur des plus démunis et des enfants et des femmes victimes de violences. Mais il y a quand même des inquiétudes parce que pour l'instant, je n'ai aucun retour. Et quand je demande des informations, je n'ai pas plus. Voilà. Alors, certains disaient que c'était un acte raciste. Moi, je ne pense pas. Je vais être honnête. Je pense que c'est plutôt parce qu'on est des personnes de toute origine, de toutes les couleurs et de tous bords politiques. Et ce qu'on a constaté avec Eric, qui m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est que les 8 personnes qui ont été menacées de mort assez graves, c'est des personnes comme moi qui se sont présentées aux élections départementales. Voilà. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, Samia, pour ce témoignage touchant. On va vous libérer et on vous remercie encore. Et puis, écoutez, d'emblée, je pense que à très bientôt. Merci beaucoup pour votre témoignage. D'emblée, je vais vous poser la question. C'est quand même saisissant ce qui s'est passé dans tout ce qu'on a décrit par rapport aux violences sur les élus et puis ce témoignage touchant. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour lutter contre les violences que subissent les élus? Monsieur Tricard. J'irai sur plusieurs choses, en fait. Je pense que sur l'ensemble de ces violences, il faut quand même les dissocier, il y en a plusieurs. D'accord. Là, effectivement, il peut y avoir une violence terroriste, et à ce moment-là, on passe sur un autre stade. Il peut y avoir des violences d'opposition, des violences d'intimidation, et puis surtout, il y avoir des violences de délinquance. À mon avis, celles sur lesquelles on a plus de leviers pour intervenir, c'est les violences de délinquance. Violences terroristes, c'est des longues enquêtes, c'est la préparation, c'est surveillance, c'est signes précurseurs, ainsi de suite. Sur celui-là, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Je pense qu'on devrait plus s'orienter sur les violences délinquantes, on va dire, là-dessus. Maintenant, j'irai aussi sur autre chose. Il faudrait voir si les élus sont agressés dans l'exercice de leur fonction ou s'ils sont agressés simplement en tant que citoyens. Et là encore, ça fait deux choses différentes. Est-ce que j'étais agressé parce que je n'étais pas au bon endroit au bon moment ou est-ce que j'ai été agressé parce que j'occupais mes fonctions d'élu et cette agression venait de là? Donc voilà, à mon avis, déjà en première approche, comment il faudrait dissocier ces agressions et les séquencer, pas toutes les mêmes en même temps parce que ce n'est pas les mêmes à mon avis. D'accord. Vous voulez réagir éventuellement à ce que M. Tricard vient de dire? Alors oui, non, je trouve que c'est une bonne analyse de dissocier parce que l'analyse de départ, elle est très importante. Mais un point important sur ce sujet, c'est qu'on n'est pas élu que quand on est un conseil municipal. Tout à fait. En fait, quand on est élu à partir du moment où l'élection est terminée, que les voies de recours sont épuisées et que notre mandat commence. À partir de là, on se doit de représenter tous les administrés et toutes les personnes, qu'elles aient voté pour nous ou pas. Je fais exprès de parler de ça parce que c'est hyper important de dire qu'on a une vie classique, on a une vie de famille, on a une vie comme tout le monde, mais après aussi, on a une autre vie, c'est qu'on représente d'autres personnes et qu'à ce titre, c'est 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc, il est très difficile de dissocier sa qualité d'élu avec sa qualité d'homme ou de femme. Et en fait, après, pour savoir si c'est lié à sa fonction, c'est qu'un magistrat, par rapport à une instruction, qui pourra le dire, ou par rapport à l'enquête de police. Mais sinon, on est tout le temps élu, qu'on soit à la maison, pas à la maison, qu'on soit dehors, qu'on soit même en vacances, parce que maintenant, même quand on part, il faut le signaler, parce qu'on a des zones qui sont sensibles dans le monde ou en Europe. Il faut signaler quand on est élu parce voilà, on se doit parce qu'on est représentant de l'État, de la République. Et donc, c'est pas qu'on a des privilèges, mais on est
on est personnel ressources et donc à ce titre, voilà, on a une importance capitale dans notre pays. J'entends bien ce que vous dites, hein. Et c'est vrai qu'il est difficile de disqualifier, on va dire, la personnalité de l'élu de celle du citoyen. Mais pour autant, toutes ces violences qui ont été faites ont bien été pratiquées sur des élus. Donc, ça veut dire que il est évident de constater qu'il y a cette défiance qui augmente dans la société. Moi, ce que j'aimerais vraiment savoir, et je pense que ce que nos auditeurs aussi voudraient savoir, les élus qui nous regardent notamment, c'est quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place, quels sont les moyens que l'on peut mettre en place pour lutter. Par exemple, Madame Sebbaï, vous qui êtes élue à Ivry-sur-Seine, il n'y a pas plus tard qu'un mois, effectivement, il y a eu effectivement cette agression. Il y en a eu d'autres à d'autres moments. Quelles sont, dans votre municipalité, pardon, les dispositions, les dispositifs que vous avez pu mettre en place pour enrayer cette dynamique, pour la prévenir Oui, alors en effet, il y a un peu plus d'un mois, effectivement, il y a 2 maires adjoints qui ont été agressés à la sortie donc, d'un événement sportif au niveau de la municipalité. Ça a été extrêmement choquant, je pense déjà pour la plupart des personnes qui étaient présentes et qui sortaient du match, y compris des enfants qui ont assisté à la scène, puisqu'ils se sont fait agresser par une dizaine de personnes au couteau. Mais peut-être juste pour recontextualiser aussi les choses, parce qu'en fait, on est quand même globalement dans une société qui s'est beaucoup tendue, avec des difficultés qui remontent énormément en fait dans nos villes et sur nos territoires. Et en fait, cette notion de défiance, elle ne concerne pas que les élus. On la sent un peu dans tous les corps de métier, en fait, tous les corps qui sont dans une forme, soit l'administration, soit les élus, la police, les pompiers, enfin vraiment tous les corps constitués finalement, qui subissent cette défiance vis-à-vis d'une partie de la population aujourd'hui. Et on le retrouve, moi je vois certains pompiers qui ont du mal à intervenir, par exemple, dans certains endroits, ou des policiers qui se font caillasser, etc., qui sont obligés de faire parfois même marche arrière dans certaines zones. Donc cette défiance finalement vis-à-vis de l'institutionnel, en fait, jusqu'à présent, ce qui est différent, c'est que jusqu'à présent, les élus étaient un peu préservés, puisque en fait, les élus locaux, en tout cas pour ce qui nous concerne nous, on est finalement une forme de dernier rempart pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes qui, lorsqu'ils ont des problématiques à régler à l'échelle locale, la personne vers laquelle ils se tournent, c'est le maire. C'est la personne qui est identifiée au niveau local. Ce n'est pas le président du département, ce n'est pas la région, ce n'est pas les ministres, c'est bien le maire qui doit répondre à toutes les sollicitations. Et donc, on a petit à petit, comme ça, avec une forme de, j'ai envie de dire, limite, la décentralisation a eu de très bonnes choses, mais avec une forme de recentralisation qui est en train de se mettre en place, qui limite le pouvoir aussi des élus locaux. On se retrouve souvent complètement démunis face aux demandes finalement des personnes qui sont sur nos territoires. Moi, tu l'as dit, on est élu pour tout le monde et à tout moment. C'est pour ça que c'est difficile de distinguer finalement le statut de citoyen et le statut d'élu, parce que quand on sort faire ses courses, moi maintenant je fais extrêmement attention parce que ça peut durer 1 heure pour acheter une baguette. Parce qu'entre-temps, je vais croiser un nombre de personnes importants dans mon quartier qui vont me demander soit du logement, soit quand ils sont dans une situation extrêmement précaire. Et puis en fait, le mandat d'élu ne s'arrête jamais. C'est tout le temps. Et donc, il faut répondre à tout. Et j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'agressions physiques, c'est vrai, mais il y a une part aussi d'agression verbale qu'on évoque très peu, parce que, en fait, très souvent, vous voyez, vous avez parlé des établissements recevant du public, c'est beaucoup des commerces. Je vous assure que quand vous devez annoncer à un commerce qu'il a un avis défavorable de la commission pour continuer son activité, il n'est pas content. Et en fait, tout ça, les élus, c'est nous qui devons le gérer en direct avec toutes ces personnes-là. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que la seule manière, en tout cas nous, c'est par ce prisme-là qu'on travaille, de lutter, parce que ça va prendre du temps. Pour moi, on a dépassé un cap qui était celui justement de cette barrière qui existait entre l'élu qui représentait quelque chose et qui finalement aujourd'hui est placé au même banc que le reste de l'institutionnel et qui subit aussi des agressions. Mais de retravailler, en fait, nous, on s'est battu pour conserver un commissariat dans ma ville parce qu'on avait besoin aussi de faire des politiques de prévention. C'est toutes les politiques qu'on met en place au niveau d'une municipalité. Nous, on axe beaucoup sur la jeunesse, la culture, les sports, parce qu'il y a tout un tissage, finalement, un maillage territorial qu'il faut mettre en place. Donc, vraiment, nous, on essaye vraiment de faire très, très large, justement, pour avoir ce réseau au niveau de notre territoire et pour, finalement, connaître un peu tout le monde et qu'il y ait ce lien, finalement, de proximité qui fasse que, on n'en arrive pas à agresser un élu parce que c'est une personne qu'on connaît. Très bien. Effectivement, je vois dans quel sens vous allez. Ça me permet aussi de vous poser la question. Par rapport effectivement à ce qui vient d'être dit au sujet du besoin d'augmenter, par exemple, la présence policière sur le terrain, dans les quartiers, ou pas forcément que dans les quartiers, dans les zones qui peuvent être sensibles, notamment dans les zones où il y a des agressions qui sont portées sur les élus.
Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, augmenter le nombre, par exemple, de policiers municipaux, peut-être leur donner plus de moyens pour pouvoir lutter, peut-être parce qu'il y a aussi le débat sur le port d'armes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous répondre à votre question. Je voulais juste revenir sur un point qui était très intéressant, c'est le fait de ne pas dissocier l'élu de sa personne physique. C'est quelque chose que nous, on connaît très bien en tant que policiers, vu qu'effectivement, dans notre vie personnelle, nous-mêmes, on est obligé de se dissimuler ou du moins de faire très attention. Donc, c'est une problématique qu'on connaît très bien et qui me permet de revenir sur ce que disait François tout à l'heure, quand on disait effectivement dissocier les violences, qu'on ne répond pas aux violences de la même manière. Si l'élu est agressé parce qu'effectivement, il a une stratégie très offensive, par exemple, contre un trafic de stupéfiants qui se produit sur sa commune, les leviers qu'il va pouvoir actionner vont concerner ce trafic-là. Donc, vous voyez, la réponse ne sera pas la même si c'est une problématique de produits stupéfiants, de trafic qui aujourd'hui engendre énormément de violence, parce que ça représente énormément d'argent pour tout un tas de personnes, ou bien est-ce qu'on est dans un cadre terroriste d'intimidation politique? C'est encore notre cas. Donc, c'est pour ça, nous, on va dire, techniciens de la police nationale, il nous faut diagnostiquer le pourquoi du comment, à qui profite le crime. Si effectivement, on sait que l'élu est agressé, menacé de mort, comme c'était le cas tout à l'heure de l'élu, effectivement, c'est peut-être qu'il y a une action de la mairie très offensive sur les trafics de stupéfiants. Donc, la stratégie adoptée, après, va concerner celle-ci. Ensuite, pour revenir à votre question principale, qui était celle d'augmenter effectivement la quotité des fonctionnaires de police municipale, nous, on y est très favorable dans le sens où le travail de policiers municipaux est très complémentaire à celui de la police nationale, qui aujourd'hui déjà est très engagé dans des procédures judiciaires qui sont très longues. Malheureusement, l'instruction, pour qu'elle soit parfaite, va mettre plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Donc, effectivement, la police municipale permet de répondre à vraiment une problématique de terrain. Et notamment, ce qui est très important, que moi je considère de très important, notamment l'approche aux habitants, ce qu'autrefois on appelait la police de proximité, et qu'aujourd'hui la police nationale ne peut plus forcément faire partout. Là, la police municipale peut répondre à cette problématique. Voilà. Donc oui, effectivement, il est très important. Et concernant l'équipement adapté, je pense qu'il dépend effectivement de la zone urbaine dans laquelle évoluent ces fonctionnaires. Et là, je vais laisser François effectivement plus développer, vu que c'est son domaine. Oui, François Tricard voulait rebondir. Oui, je voulais rebondir sur mes propos au départ, dissocier le maire de ses fonctions. Oui, vous êtes élu 24 heures sur 24. Là où moi, je voulais voir, c'est si les violences sont faites parce que vous êtes un élu reconnu comme tel, ou si vous vous baladez en tant que citoyen, et malheureusement, en tant qu'élu, vous êtes agressé par quelqu'un qui ne vous connaissait pas. Je pense qu'effectivement, comme vous parliez d'augmenter les polices municipales, je rejoins un petit peu Nicolas, c'est qu'on avait, il y a pas mal de temps, une police de proximité. Tout comme vous disiez, madame, d'être connu par sa population, reconnu en tant qu'élu et connu en tant que citoyen par sa population, permet justement d'éviter ça. C'est aussi, à mon avis, le rôle de la police municipale d'être présent dans cette ville et d'être connu comme tel. Donc, sur ce relais, vous transmettez effectivement cette connaissance de la municipalité. La police nationale est bien surchargée, n'a plus le temps, effectivement, d'aller prendre ce contact avec les commerçants, d'aller prendre ce contact avec ainsi de suite, voire souvent ces gens qui ne sont pas de la commune ou qui sont que de passage pour une intervention, et généralement que pour une intervention. Donc, on n'a pas le temps de gérer tout ça. Ce relais, justement, population, police, peut être fait par la police municipale, et d'en augmenter le nombre permettra justement de ce relais de communication entre les élus et le terrain, à mon avis, une chose très favorable. Je vais vous poser une autre question et peut-être m'adresser un petit peu plus aux élus. Il y a davantage de choses qui peuvent être mises en place effectivement pour prévenir ce type de violence. Alors, on sait que dans une commune, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup d'événements qui sont mis en place pour que les élus puissent aller à la rencontre des administrés. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être augmenter la sécurité lors des déplacements ou bien d'autres sujets tels que la caméra surveillance? On sait qu'il y a beaucoup de villes dans lesquelles la délinquance a pu reculer du fait qu'il y avait la caméra surveillance. Et puisqu'on parle des violences faites aux élus, donc c'est ce qui est aussi une forme de délinquance, est-ce que ça pourrait aussi ne pas jouer sur ou dissuader des personnes de passer à l'acte contre les représentants de la fonction politique locale? Donc, en fait, les moyens, c'est souvent amené comme les moyens matériels sont souvent amenés comme une poule aux œufs d'or.
Moi, je pense que d'abord, la première des choses, ça serait de former les élus à la gestion de crise, parce que tous les élus n'ont pas la même capacité, la même formation à gérer des incidents. Ensuite, il y a aussi un mélange de genres. Et il y a des élus qui se mettent en grande difficulté parce qu'ils interviennent sur des situations où ils n'ont pas à intervenir. Donc, voilà, il y a des élus qui privilégient les polices municipales. Il y a des élus qui ne privilégient pas les polices municipales, qui sont les primo-intervenants. Police municipale, c'est un renfort essentiel de la première analyse de terrain qui va être utile et essentiel pour après le travail de la police nationale. Donc, en fait, chacun a un rôle. Et comme il y a eu un mélange de genres, ce n'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais il y a eu un mélange de genres. Il y a des gens de la police nationale qui ont des actions de primo-intervenants, il y a des élus qui ont des actions de primo-intervenants et il y a des policiers municipaux qui ne sont pas là alors qu'ils devraient être primo-intervenants. Donc, ça, c'est la première des choses. Et après le matériel est bien sûr est très important. La vidéosurveillance, elle dissuade parce que quand les gens qui veulent commettre un délit sont au courant qu'il y a une caméra, ils ne vont pas le faire. C'est une évidence. Mais c'est un outil. C'est un outil et c'est un moyen. Mais après, le plus important, pour en revenir à ce que dit ma collègue, les enjeux, ils sont sur, en fait, sur la connaissance des publics et sur la communication et le lien qu'on a avec la population. Parce que ce dont on n'a pas encore parlé par rapport à... Mais on a le temps, hein, c'est surtout sur la violence. En fait, d'où naît la violence, comment elle se manifeste, et il y a la violence verbale, la violence physique. Et en fait, il faut analyser le comportement de la personne pour pouvoir après apporter des réponses. Si on n'est pas capable d'analyser un comportement, on ne saura pas trouver les moyens qui peuvent être des moyens matériels plus des moyens humains, mais pour avoir une réponse, il faut savoir pourquoi les gens deviennent agressifs et pourquoi il y a cette violence. À partir de là, on peut travailler sur des dispositifs, que ce soit des dispositifs locaux, des dispositifs départementaux, régionaux, nationaux. Mais au départ, il faut quand même une analyse de comportement. Et là, il y a un gros souci au niveau des collectivités. C'est moins prégnant au niveau de l'État, mais il y a une méconnaissance de tout ce qui est dangereux. Nous, au niveau régalien, au niveau des forces de sécurité publique nationale, on a l'habitude de gérer des comportements très dangereux ou des comportements dangereux, que ce soit même sur des personnels qui ne sont pas forcément très anciens ou de base. Ils ont une formation et ils ont un contact avec ce qui est dangereux. Alors que dans les collectivités, il n'y a pas cette formation. Et on y vient maintenant parce que les collectivités n'ont pas le choix. Et comme on a affaire à des élus responsables, parce que nos élus sont responsables et on peut être fier de nos élus, je profite de l'occasion pour le dire, chacun a envie de travailler mieux, d'être beaucoup plus formé et plus à même de gérer toutes les situations difficiles. Mais au départ, il faut bien quand même dire que ce n'est pas l'essence du métier de l'élu de faire ça. Voilà. Mais il est obligé d'y venir maintenant. Voilà. Et moi, je trouve qu'il ne s'en sort pas trop mal. D'accord. Donc, une des propositions que vous faites, que vous posez sur la table, ce serait d'axer la formation sur la gestion de crise pour les élus. C'est des choses qui ne se font pas beaucoup. Et en termes peut-être de prévention, qu'est-ce que vous auriez à dire sur la prévention? Parce que vous disiez que, Éric Drouche, ce sont des populations aussi qu'il faut pouvoir appréhender, avec lesquelles il faut pouvoir être en contact. Mais parmi ces populations, il y a des jeunes. Et des jeunes qui seront des adultes demain. Peut-être des adultes qui, eux, pour des raisons ou autres, pourront passer à l'acte contre des élus pour des raisons diverses et variées. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur la prévention? Et est-ce que c'est une des armes les plus fortes pour éviter les violences? Parce que là, on a parlé de les gérer. Peut-être qu'il faudrait aussi pouvoir les éviter. Très rapidement, après je laisserai bien sûr la parole à mes collègues. Oui, effectivement, la prévention, elle est essentielle puisqu'il ne peut pas y avoir de sanctions sans prévention. Enfin, dans le principe de loi de notre pays, ça a toujours été acté. Et là, on a eu une dérive, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques années, je ne vais pas dire le nombre d'années, mais moi, je suis proche d'Émile Durkheim et de Montesquieu sur de l'esprit des lois, où en fait, la loi, elle est importante, mais c'est surtout le comportement de la personne qui compte. Parce que comment il en est arrivé là pour pouvoir après apporter la sanction adaptée. Voilà, parce que c'est très difficile de porter un jugement sur quelqu'un. Quand on est juge, on est spécialisé, c'est le métier.
Mais quand on est élu ou quand on est représentant des forces de l'ordre, on n'a pas à juger. On doit comprendre. Parce que comprendre pour pouvoir faire notre mission, notre métier, et pouvoir apporter aussi une solution. En n'oubliant pas qu'il y a une victime aussi. Parce que ce qu'on oublie dans la violence, c'est que quand il y a un passage à l'acte, il y a plusieurs données. Il y a la donnée il y a la victime, il y a l'agresseur potentiel, il y a la personne qui a commis les actes, et après, il y a tout ce qu'il y a comme effet. D'accord. Mais sur la prévention, et je vais peut-être laisser… Sur la prévention, c'est depuis le plus jeune âge où il y a des communes qui le font avec des policiers nationaux depuis des années, qui vont dans les écoles, parce que l'uniforme est quelque chose qui est noble, et j'aimerais qu'on revienne aussi au respect de nos institutions, et ça passe à travers nos représentations, avec tout ce que ça peut être important de dire. L'uniforme, c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Ça ne doit pas être quelque chose de repoussant, parce que si on ne le connaît pas, bien sûr, il y a des gamins qui pensent que voilà, un policier, un gendarme ou un pompier ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est là pour appliquer la loi. Non, il est là aussi pour la population. Tous les agents de l'État sont au service de la population. Donc, si je comprends bien, vous voulez, en fait, en termes de prévention, que l'on puisse revenir au respect de l'uniforme, au respect, effectivement, du représentant des forces de l'ordre, par quoi? Des actes de sensibilisation, peut-être davantage de moyens de pouvoir rapprocher donc les dépositaires de la force publique par rapport à la population. J'aimerais qu'on puisse axer un petit peu plus sur les élus, peut-être créer un peu plus de liens entre la population et les élus, peut-être un peu plus de discussion, de débat. Et la question est posée à Madame Sebaï. Là, on parle peut-être aussi de démocratie participative. Oui. Du coup, en fait, je vais faire la transition parfaite, parce que je vais peut-être être un peu en contre-pied de ce qui a été dit avant. Moi, je ne suis pas du tout convaincue, en fait, que ce soit aux polices municipales aujourd'hui de pallier, en fait, à ce qui a été un détricotage de la police nationale. Et moi, je le dis assez souvent, une clochardisation du service public de manière générale. Et la police nationale en fait partie, comme l'éducation nationale, comme l'hôpital. Enfin, voilà, il y a plein de secteurs de service public qui ont été touchés par cette baisse des moyens et qui aujourd'hui sont impactés directement. Moi, je trouve justement, quand on parle de refaire de la prévention et donc du lien parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut faire du lien entre la police et la population de manière générale. On parle souvent des jeunes, mais les jeunes ne sont pas que auteurs, ils sont souvent victimes et ils portent rarement plainte. Donc, il faut aussi le savoir. Et donc, c'est vrai que quand on veut recréer ce lien entre la police et la population, moi, je suis pour un retour de la police de proximité, en fait. Je suis pour qu'on remette en place ce dispositif, pour qu'on remette des effectifs dans les polices nationales, qu'on restaffe les commissariats, qu'on ait des locaux décents pour nos policiers, des véhicules, des moyens, etc. Donc, je ne suis pas du tout dans une logique de dire il faut déshabiller la police nationale pour donner aux collectivités en fait, la possibilité d'avoir des polices municipales qui sont parfois mieux équipées et plus nombreuses que les effectifs de police nationale sur certains territoires. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est une orientation politique, c'est un choix politique aussi de ma municipalité. Nous, on fait le choix de travailler sur la médiation sociale. On a des médiateurs sociaux qui interviennent sur la ville, donc qui font tout ce travail justement en lien avec la jeunesse, mais pas que, aussi sur la résolution de conflits de voisinage, sur plein d'autres dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui sur notre territoire. Et c'est vrai qu'il y a… Il n'y a pas que les jeunes, pardon de vous couper, non, mais il n'y a pas que les jeunes. On a eu un drame il n'y a pas très longtemps où c'était un monsieur qui avait agressé son maire juste par rapport à des problèmes de voisinage. Donc, effectivement, il n'y a pas que la jeunesse qui agresse des élus. Il n'y a pas que la jeunesse, et c'est pour ça que, en fait, rencontrer la population, finalement, je veux dire, les élus, en fait, on est toujours un peu en représentation quand on est à l'extérieur sur l'espace public. Il y a plein d'instances de démocratie où on rencontre les habitants de la ville, que ce soit les comités de quartier, les conseils de quartier, les conseils municipaux. Nous, on fait ce qu'on appelle les mardis du maire. Donc, tous les mardis, on est dans les quartiers de la ville, on rencontre la population. En fait, il n'y a pas de difficulté à rencontrer les gens et à parler avec eux. Je pense qu'il y a des formations à avoir, effectivement, peut-être sur de la gestion de crise, mais aussi sur de la médiation, parce que parfois, on désamorce aussi certains conflits ou certaines violences par la parole, parce que en essayant de comprendre là où veut aller la personne, sa problématique, et en essayant d'y répondre, en fait, on lève aussi quelques difficultés. Et donc, ça, c'est vraiment essentiel. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, vraiment, on est plutôt axé vraiment sur un large volet. Il y a beaucoup de dispositifs de prévention. On a une politique culturelle très forte. On a une politique sportive extrêmement importante. On intervient d'ailleurs tous les ans, on fait intervenir les policiers sur la sécurité routière, par exemple, qui est travaillé avec les collégiens et les lycéens, qui crée aussi une forme de lien. Ils interviennent aussi dans les collèges sur les stupéfiants.
donc sur les consommations de drogue, pour justement expliquer les dangers, les risques et tout ce travail-là. Donc, en fait, c'est par ce prisme-là qu'on a décidé de travailler cette question de la prévention. Et peut-être juste pour terminer là-dessus, comme pour les polices municipales, sur les caméras, bon, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais en tout cas, il y a aujourd'hui les rapports qui sont rendus sur les caméras. En fait, ils expliquent effectivement que ça augmente un peu, ça permet d'élucider des enquêtes de manière un peu plus importante que s'il n'y avait pas de caméra. Pour moi, la caméra aujourd'hui, c'est un dispositif et un outil qui doit en fait s'associer à tout un panel d'outils et dans une politique de prévention globale. Parce qu'en fait, moi, mon rôle en tant qu'élu, et que ce soit envers ma personne ou envers les concitoyens, c'est de faire en sorte que l'agression n'arrive pas. Et donc de créer toutes les conditions, y compris dans l'aménagement de mon espace public, pour que personne ne se fasse agresser sur ma ville. Une fois que l'agression a été commise, j'ai envie de dire, en fait, c'est une forme d'échec, et deux, ensuite, c'est à la police et la justice de travailler. Justement, j'allais rebondir avec une autre question. Vous nous avez dit qu'effectivement, dans votre municipalité, vous avez mis en place tout un tas de dispositifs partant bien entendu du contact social avec les administrés, mais il y a quand même eu des agressions. Ce n'était pas une question provocatrice de ma part, mais du coup, où est-ce que le bas blesse? Est-ce qu'il n'y a pas manqué effectivement d'outils pour éviter que ces agressions n'arrivent? Je parle d'outils factuels. Vous pouvez aussi répondre, bien entendu. En fait, je vais pas spécialement, je ne peux pas répondre complètement à la question parce qu'il y a une enquête qui est en cours et on ne connaît pas encore les résultats de cette enquête. Par contre, de ce qu'on sait de cette affaire-là, c'est quand même que c'est une affaire de territoire en lien visiblement avec du trafic de stupéfiants. Donc, vous voyez, on est quand même très loin de l'élu qui se fait attaquer. Enfin, voilà, il y a un des élus qui habite un quartier qui est concerné par la guerre entre deux quartiers. Voilà un peu ce qu'on sait de l'enquête aujourd'hui. Donc, mais la question reste posée quand même. Mais comment voilà. Est-ce qu'on peut… Bien, là, en tout cas, ce n'est pas une question, j'ai envie de dire, les élus travaillent sur la question du trafic de stupéfiants. Vous savez, moi, quand on va dans les quartiers pour parler avec les habitants, et notamment de la question du trafic de stupes, ce qui les dérange, ce n'est pas le trafic en bas de chez eux, c'est toutes les nuisances qu'il y a autour. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que même quand la police travaille, et ils travaillent pendant des mois pour démanteler un réseau de trafic de stupes, mais en quelques jours, c'est remonté. Et on est dans une vraie difficulté parce qu'il y a une telle demande, et l'offre, elle comble finalement la demande, le marché, il est comme ça, et sur le trafic de drogue, c'est la même chose. D'accord. Je vous en prie. Ouais, donc je me permets de revenir sur certaines choses, notamment les derniers propos sur la lutte contre le trafic de produits stupéfiants. Il y a deux leviers contre le trafic de produits stupéfiants. Le premier, effectivement, c'est la vidéosurveillance à 99% des cas, qui, s'ils ne les dissuadent pas, les oblige à se réorganiser, à se dissimuler davantage. Donc ça, c'est vraiment le levier principal qui permet notamment aux enquêteurs d'identifier les différents auteurs et de résoudre du coup des problématiques vraiment très locales et très précises. Et la seconde, effectivement, où là je peux que rejoindre, c'est la forte présence sur les secteurs de policiers. Pour moi, municipaux ou nationaux, la différence ne se fait pas tellement. Nos deux institutions portent l'uniforme. Les missions en fait diffèrent seulement au niveau des pouvoirs judiciaires que possèdent soit les policiers municipaux ou les policiers nationaux. Et la formation, effectivement, vous avez raison de le dire, qui n'est pas aussi longue que celle d'un policier national, et qui, effectivement, aussi, pour revenir au niveau des gestions de crise, nous, c'est un fer de bataille du ministère, lorsqu'on est en école de police, de nous apprendre à gérer un conflit, quel qu'il soit, un différend familial, un différend conjugal, un différend sur la voie publique. Force est de constater que nos interventions se déroulent dans quasiment 99,99% très bien. Je pense qu'effectivement, on a des compétences là-dedans et les élus peuvent peut-être être effectivement intéressés à ce que nous, on leur apporte une réponse plus précise sur ce point-là. Ensuite, pour revenir à la prévention, c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est très important, notamment dans les écoles, effectivement, pour tout ce qui est routier et stupéfiant. On voit le policier un peu comme le rabat-joie, très souvent, surtout quand on est jeune, on a tous été jeunes. Ce qu'il faut voir aussi derrière ça, qu'il faut expliquer, c'est que pour qu'on puisse maintenir la société dans laquelle on vit, il faut des lois, il faut des règles. C'est ce qui a permis à l'être humain de se sédentariser et d'arriver à la situation qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il est important de le rappeler aux jeunes, et les policiers, quand ils le font dans les écoles, ont un rôle vraiment déterminant sur ce point-là. Et ensuite, après, je vais laisser François, qui a pas mal de choses à dire sur tout ce qui a été dit.
pour les élus, lorsqu'ils sont menacés, ce qui était le cas tout à l'heure de l'élu qui a été menacé de mort, l'élu est en droit de faire une demande au préfet de police pour demander d'être armé d'une arme individuelle létale pour se protéger si effectivement l'enquête, notamment quand elle sera instruite, détermine qu'il y a des risques pour elle-même autrui. Donc ça, c'est un processus encore différent, mais qui peut être étudié lorsqu'effectivement on arrive sur des faits très très graves comme c'est le cas. Mais c'est très intéressant ce que vous dites et je l'apprends, qu'effectivement qu'un élu peut avoir en tout cas la possession d'une arme lorsqu'il est avéré qu'il court un risque important pour sa propre vie. Mais du coup, est-ce que ce serait quelque chose qu'il faudrait éventuellement généraliser? Je ne dis pas que tous les élus doivent porter une arme, mais dans la mesure où ils font face à une menace de plus en plus grandissante avec quelque chose d'assez explicite comme un courrier donc attestant d'une menace de mort, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait globaliser? Je sais qu'on n'est pas aux États-Unis avec l'amendement permettant à chacun de porter une arme, mais là, autour de la table, on a quand même, vous avez apporté des questions aux réponses, mais il y a des réponses qui restent encore attendues. Est-ce que celle-ci fait partie des réponses qui pourraient protéger les élus? Moi, je vous dirais que je ne suis pas favorable. Avoir une arme à feu, une arme létale, c'est une responsabilité. Effectivement, obtenir le droit de porter une arme létale, il faut quand même des circonstances dûment justifiées, il faut de l'argumentaire, il faut des vraies craintes. Armer tout le monde, ça n'aurait pas d'utilité, voire même plutôt qu'ils agresseraient les personnes pour piquer leur arme. Mais effectivement, quelqu'un comme la dame tout à l'heure, si les menaces sont avérées et qu'elle est en danger de mort, qu'elle est menacée de mort, je vous dirais la question serait réfléchie à ce moment-là. Moi, je voudrais plutôt revenir sur certaines choses aussi. Ce que vous disiez, je vous rejoins. Je n'ai jamais dit du tout qu'il fallait déshabiller la police nationale en la remplaçant par la police municipale. Mais simplement, au vu des missions qu'a la police nationale, très honnêtement, ils sont débordés. Ils sont débordés. Et je vous rejoins, le premier rempart en fait, du respect. Pourquoi effectivement, d'accord, maintenant on agresse des professeurs, on agresse des élus, on agresse des pompiers? Parce qu'il y a un échelon manquant entre tout ça. C'est qu'on a perdu le respect de l'uniforme. Et le policier national, à mon sens, est tellement sur tellement de missions qu'il n'a plus le temps de redonner ce prestige, cette reconnaissance de l'uniforme. C'est là où je rejoins, les policiers municipaux sont, eux, sur leur territoire. C'est leurs citoyens, c'est leurs co-citoyens. Donc, on peut être un petit peu plus de temps sur le marché le dimanche matin, des choses comme ça, pour faire ce que la police nationale n'est plus en mesure de faire en termes de ressources humaines, tout simplement. Et je pense qu'il faut passer par là. Si on veut que l'élu soit plus connu, plus reconnu, et reprenne sa place, effectivement, de représentant de l'État qu'on ne doit pas agresser, je rebondirai après, il faut redonner cette connaissance, ce respect de l'uniforme, par la prévention, par la discussion, par la police de proximité qui existait à une époque. Je vous dis, je pense que la police nationale n'est plus en mesure de le faire maintenant. Après, là où je viendrai, où je n'ai pas tout à fait compris ce que vous vouliez dire, je peux comprendre pourquoi quelqu'un m'agresse. Par contre, je ne peux pas le pardonner. Je me fais agresser en tant qu'élu. Il peut avoir toutes les raisons du monde. Il y a quand même une infraction qui doit être prise, une sanction qui doit être prise par rapport à ça. Si on commence à vouloir transformer la raison en excuse, là, je pense qu'on se trompe à mon avis de choses. Il y a la prévention, il y a la discussion, mais il y a aussi la répression quand la barrière a été franchie. Vous vouliez peut-être rebondir là-dessus, parce que je pense que votre propos s'articulait plutôt autour de la prévention. J'ai dit qu'il y avait la prévention, mais il y avait la répression et la sanction. Après, je l'ai dit, c'est ma formation, puis c'est une graduation. En fait, c'est la sanction. Dans le droit français, la peine, elle a un sens. On parle de sens de la peine. Donc, avant de parler d'une peine, il faut être éligible à une peine. Il faut avoir commis des faits, une infraction, qui sont caractérisés, et on encourt une peine. Après, à partir du moment où on est, parce que je ne vais pas parler de la prison, parce que c'est après, mais en fait, le souci, c'est que au début, je parlais de problèmes de mélange des gens. Et comme l'a dit monsieur, c'est réel. Il y a une perte ou une déperdition de respect envers les institutions. Donc, après, il faut étudier pourquoi. Moi, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue. Je suis criminologue. Donc, je peux parler des criminels. Je peux parler des comportements criminels. Mais ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, qu'on ait un uniforme pour des gens, qu'ils aient un uniforme devant eux de quoi que ce soit, ça ne change rien.
il y a même pas le fait que ça représente l'État, que ça représente que la personne, elle fait un travail. Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'on est dépositaire, enfin, les personnes sont dépositaires de l'autorité publique. L'autorité publique, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il y a un gros travail de remise à l'heure. Parce que la pendule, il faut qu'elle tourne dans le bon sens. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Après, on ne parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Et la police nationale, et effectivement, tout le monde se repose sur la police nationale. Parce que la police nationale, gardienne de la paix. La police nationale est là pour rétablir l'ordre. Mais la police nationale, elle ne peut pas faire les conflits de voisinage, les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, les violences sur les enfants et tout. La police nationale, elle ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, après, il faudrait beaucoup de temps pour développer, mais après, c'est à la police nationale de protéger les femmes qui sont… Non, mais je suis d'accord. Après, c'est pas qu'elle ne veut pas. C'est qu'elle ne peut pas. Je voulais juste permettre en fait à la discussion effectivement d'aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure au sujet des peines. Et il est entendu qu'effectivement, on est ici pour parler des violences qui sont faites sur les élus. Et je vous remercie pour chacune de vos contributions. Mais pour lutter contre celle-ci, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être renforcer l'arsenal juridique? Vous avez des compétences en matière juridique, peut-être qu'il faudrait les renforcer. Je remarquais par exemple que pour certains agresseurs d'élus, ils ne s'en tiraient qu'avec du sursis. 3 mois de sursis, 6 mois de sursis. À quand est-ce que la mesure pénitentiaire aura la capacité de dissuader des personnes qui veulent s'en prendre à des élus de la nation, de la République française? Il y a en ce moment, par exemple, le projet de loi responsabilité pénale et sécurité intérieure qui prévoit d'augmenter les peines. Est-ce qu'on pourrait peut-être penser que ces peines pourraient aussi concerner des agressions qui sont faites aussi sur les élus, parce que celles-ci, pour le moment, concerneraient celles qui seront portées sur des policiers comme vous-même. Est-ce que pour le respect des élus et pour la sécurité de leur intégrité physique, il ne faudrait pas aussi que cette loi puisse les protéger aussi en pouvant augmenter les peines de prison? Oui, alors je reviens parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Après, effectivement, je pense que je vais un peu outrepasser mes compétences pour en parler, mais la qualité, les compétences judiciaires des agents, c'est très intéressant, ça fait partie du débat. Le fonctionnaire de police, quand il sort de l'école de police, est ce qu'on appelle APJ 20, le policier municipal est APJA 21. D'accord, c'est-à-dire que ses capacités judiciaires ne sont pas les mêmes, ses compétences judiciaires ne sont pas les mêmes, notamment, par exemple, pour répondre vraiment aux thématiques des élus qui parfois sont très précis sur un emplacement, c'est de pouvoir effectuer les contrôles d'identité. Le policier municipal n'a pas ces compétences-là de manière judiciaire. Effectivement, c'est une problématique principale qui entrave leur action. Surtout que le contrôle d'identité, il faut le rappeler, c'est un texte qui est très large mais très précis et qui notamment, lorsque l'élu rencontre des difficultés, peut faire une demande au procureur de la République territorialement compétent pour demander une réquisition que le procureur établit et qui permet après aux forces de l'ordre de procéder au contrôle des personnes qui se trouvent dans ce secteur-là. Donc, lorsque l'élu, effectivement, a des problématiques de trafic de produits stupéfiants, si c'est l'exemple, c'est vrai que augmenter le pouvoir judiciaire des agents, c'est quelque chose à débattre, effectivement. D'accord. Donc, effectivement, vous êtes pour augmenter le pouvoir judiciaire des agents, mais aussi de la police municipale. Si on entend qu'effectivement cette police est en capacité de pouvoir créer du lien avec la population et donc de prévenir et aussi des violences qui pourraient être faites sur les élus. Sabrina Sebaï, vous vouliez éventuellement rebondir? Pas spécialement. Moi, je ne suis pas convaincue par la police municipale et encore moins par le fait de leur donner des prérogatives supplémentaires. D'autant plus que pour moi, ça crée une rupture d'inégalité à l'échelle territoriale flagrante, puisque quand même la fonction régalienne de protection, en tout cas la police nationale, c'est le rôle de l'État, et en tout cas c'est la fonction régalienne de l'État. Et on voit bien d'ailleurs les disparités qui existent entre différentes collectivités, entre celles qui ont les moyens d'avoir de grosses polices municipales et de les armer, d'avoir des véhicules, etc., et les collectivités qui n'ont pas les moyens. Vous savez, une collectivité locale,
elle est contrainte par un budget. Hein. Et donc, au bout d'un moment, quand on crée une police municipale, qu'est-ce qu'on enlève comme service public à côté? Il faut faire des choix. Moi, je ne me verrais pas demain dire, bon, on supprime le centre municipal de santé parce qu'il faut faire une police municipale. Donc, voilà, ce sont des choix politiques. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des villes qui ont su, d'ailleurs, je cite souvent l'exemple de Nice, puisque c'est comme l'une des plus grosses polices municipales qui existent en France. Je ne crois pas que leur criminalité est drastiquement baissée par rapport à d'autres territoires où il n'y a pas de police municipale. Donc, voilà, moi, je pense que c'est vraiment… Enfin, voilà, moi, je ne suis pas du tout convaincue par le dispositif. Et par ailleurs, sur la question des peines ou de l'augmentation des peines, je ne pense pas que ça… Enfin, pour moi, le sujet, il n'est pas à ce niveau-là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, entre le moment où on commet un délit et au moment où on a la peine, il se passe tellement de temps que la peine ou la sanction n'est pas comprise. Et en fait, pour moi, ça revient du même ordre qu'au niveau de la police nationale. Aujourd'hui, la justice est en très grande souffrance. Et c'est aussi au niveau de la justice qu'il faut remettre des moyens pour que les affaires soient traitées rapidement, pour que l'auteur d'un délit, en fait, il comprenne pourquoi il est sanctionné, il comprenne le poids de sa peine. Vous savez, souvent, on a des personnes qui sont rattrapées 3 à 4 ans après les faits pour un délit dont ils ne se rappellent souvent même plus. Comment vous voulez qu'on comprenne la sanction? En fait, elle est incompréhensible. Donc, pour moi, c'est plutôt la question de la rapidité du traitement en fait, des dossiers judiciaires plutôt que la durée de la sanction en elle-même. D'accord, donc une question de moyens. Il faut doter les ministères notamment davantage de moyens, mais ça se répercute aussi quelque part sur le fonctionnement des collectivités territoriales qui vont souvent pointer du doigt le fait qu'elles manquent de subventions et que c'est un parti pris qui peut aussi être compréhensible par rapport aux moyens qu'ils voudraient allouer, peut-être pour lutter contre les violences qu'ils peuvent subir, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maires qui sont démunis. Non, mais par exemple, par exemple, les travaux d'intérêt généraux. Les collectivités accueillent des tiges. Entre le moment où il y a une peine qui est prononcée et le moment où on doit accueillir le tige, il peut se passer des mois, voire 1 année, 2 années. Mais ça, en fait, les collectivités sont demandeuses. On est en capacité aujourd'hui, y compris les bailleurs et tous les partenaires avec lesquels on travaille, pour accueillir des tiges et pour avoir justement cette notion de sanction et de l'expliquer et que la personne comprenne pourquoi est-ce qu'elle doit faire cette sanction. Mais si vous voulez, une fois qu'on a passé 1 an, 2 ans, 3 ans, vers 4 ans, on a reconstruit sa vie, on est dans un autre parcours de vie et on est rattrapé par cette peine. Elle n'a plus de sens. D'accord. Bien. Écoutez, je vais peut-être vous laisser rebondir une dernière fois puisque nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de notre table ronde. Je vous en prie. Alors, je rebondirai sur votre question. Augmenter les pouvoirs de la police municipale, à mon avis, non, ce n'est pas une bonne chose. Ça serait si on augmente leurs pouvoirs, on augmente leur mission. Et donc, ils ne pourront pas effectivement faire cette mission de proximité avec le public. Donc, pour moi, on n'en est pas là. Vous me parliez aussi d'augmenter les peines quand des violences sont faites contre des élus. Les lois françaises et la répression française existent. Il y a des peines qui existent, qui sont déjà pas mal. Simplement, d'accord, qu'on la fasse appliquer réellement et que la peine soit réellement appliquée. Et je vous rejoins sur les délais. Là, je vais aller sur un sujet, la surcharge et le débordement de la justice. Je ne m'avancerai pas dessus, mais effectivement, ça peut être très, très long. Mais il y a des lois qui sont faites, appliquons-les tout simplement. Et voilà, et je ne comprendrai pas, même pour la police nationale, qu'un citoyen, d'accord, quelqu'un qui frappe un citoyen, fasse des violences sur un citoyen, soit plus puni que s'il est fait sur un policier ou sur quelqu'un. Déjà, appliquons les lois qui sont en place. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de voir. Notre système est pas mal fait entre la police municipale qui, effectivement, est au primo contact de sa population, entre la police nationale qui a quelque part un rôle un peu plus répressif maintenant parce qu'elle est saturée et conditionnée à ça, de par la surcharge de ses missions et les lois qui existent. Je pense que les outils humains et justice, ils y sont déjà au départ. C'est simplement qu'il faut les remettre en place et les appliquer correctement comme ils sont en place. Très bien, mais je vais vous laisser rebondir là-dessus, peut-être en ajoutant quelque chose. Dans la loi de sécurité globale, il est prévu effectivement qu'il y ait davantage de police privée, on va dire, de personnel donc de sécurité privée. Je vois que vous en rigolez déjà parce que je pense que vous n'êtes pas d'accord avec la question, mais d'un point de vue concret, d'un point de vue factuel, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider les élus à être moins agressés, peut-être de recourir à ce type de services de sécurité dans leurs actions quotidiennes lorsqu'ils sortent de la mairie? Je vais vous répondre tout de suite. Votre police privée, elle est payée. Qui est le patron de cette police privée? Par qui elle est payée? C'est à vous de me répondre. Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière. C'est pas par le maire, c'est pas par l'élu. D'accord. Donc, ce n'est pas une solution viable? À mon sens, non. Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose qu'a dit ma collègue à droite sur Nice et sur le. Je plaisante. À Nice,
Je pense que sans te faire injure, je pense que tu ne connais pas la ville de Nice et tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu et tu ne connais pas les dispositifs parce que Nice a été touché par les attentats, mais a déjoué énormément d'attentats, qu'il y a des policiers municipaux qui ont été décorés parce qu'ils ont eu des actes de bravoure exceptionnels. Donc, je tiens à le dire aussi ici pour dire que on se plaint toujours de ce que l'on n'a pas ou on critique facilement, mais il faut aussi dire bravo parce que ils ont fait des choses exceptionnelles avec les moyens qu'ils ont et le peu de formation qu'ils ont. Après, c'est un choix politique, effectivement. C'est un choix politique d'avoir une police municipale ou de ne pas en avoir. Voilà, moi, je suis convaincu que la police municipale a toute sa place en France et dans toutes les communes de France. Après, c'est juste une question de compétences, d'attribution et de vision du maire et de son conseil municipal et des administrés, parce que les administrés ont leur mot à dire sur la sécurité qu'ils veulent dans leur commune. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas lésiner avec les moyens, parce que, je veux dire, il y a beaucoup d'argent qui se perd. Je ne suis pas un économiste, mais quand on dit je ne vais pas fermer un centre sportif pour mettre une police municipale, je suis d'accord, mais on peut aussi faire attention en faisant de la bonne gestion. Et après, quand on crée une police municipale, on a le droit à des aides. Il y a beaucoup d'aides qui existent quand on crée une police municipale. Donc, il y a des choses qui sont à travailler sur un plan de plusieurs années. C'est comme ça qu'on peut économiser de l'argent pour après les investir ailleurs. Moi, je suis convaincu que la police municipale peut travailler en étroite collaboration et le fait déjà avec la police nationale parce que c'est un travail conjoint et on a besoin, enfin, la police municipale et la police nationale a besoin de son homologue pour pouvoir travailler et que ça, c'est orchestré par un préfet, c'est orchestré par des maires et des grands-mères parce qu'on a des grands-mères en France et à partir de là, pour avoir une sécurité et pour avoir des garanties, pour avoir une vie tranquille, une vie agréable, il faut que les élus soient extrêmement investis et motivés. Il faut une police motivée et il faut aussi qu'il y ait des représentants de l'État qui soient motivés. Si on n'a pas tout ça, effectivement, après, c'est normal qu'il y ait des problèmes. D'accord. Peut-être un dernier rebond synthétique. Un très rapide rebond pour revenir sur rapidement les pouvoirs du maire. Le maire a comme pouvoir notamment la salubrité publique, le bon maintien de la salubrité publique, de la tranquillité publique et également de l'ordre public. Ça fait partie des missions du maire. Après, effectivement, ce qu'il faut concevoir, c'est qu'en fonction des communes, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, l'équipement ne doit pas forcément être le même. Il faut répondre à une problématique en fonction de la commune. Il ne faut pas être dans la surenchère non plus, je ne pense pas. Mais voilà, c'est une thématique qui est vraiment locale et il faut vraiment y répondre individuellement. Mais ce qui est certain, c'est que oui, c'est écrit, le maire a des pouvoirs pour le respect et le maintien de l'ordre public. C'est écrit. Voilà. Très bien. Bien, écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette belle table ronde qui a été très animée. On va peut-être recourir aux questions et réponses s'il y a des questions dans la salle ou via Internet. Très bien. Bon, ben écoutez, merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour un prochain débat. Nous aurons dans quelques minutes l'autre table ronde qui va concerner la mobilisation citoyenne des jeunes. À tout de suite.